Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec François Miquet-Marty, avec Éric Delannoy et avec François Chollet. L'assurance chômage, il y avait eu une réforme, elle n'a pas très longtemps, jusqu'en décembre de l'année dernière. Et ben on va en reprendre une pour l'automne. Gabriel Attal confirme cette nouvelle réforme globale. Il prévoit de nouveaux durcissements des règles. Léo Dumas, quelles sont les pistes ? Alors d'abord, la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs, elle est actuellement de 18 mois pour les moins de 53 ans. Et bien Gabriel Attal veut la réduire de plusieurs mois sans aller sous les 12 mois. Une proposition qui inquiète déjà les syndicats. Deuxième piste évoquée par le Premier ministre sur le temps de travail nécessaire avant de pouvoir être indemnisé. Aujourd'hui, c'est 6 mois de travail sur les 2 dernières années. Gabriel Attal voudrait soit augmenter cette période de travail requis, soit réduire la période des derniers 24 mois. Et en plus de ça, il évoque la possibilité d'agir sur le niveau d'indemnisation. Sur ces dossiers, il demande à Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de préparer de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux avec une présentation des paramètres pour cet été et une mise en place de la réforme cet automne. Merci. Léo, donc cette énième réforme, c'est le 5e tour de vis, on a calculé, depuis 2017. Est-ce qu'elle était nécessaire, Éric ? Elle est nécessaire, ça dépend ce qu'on regarde. Enfin, les économies attendues sont finalement relativement faibles au regard des enjeux. Les enjeux, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ceux qui sont quand même les moins bien lotis, quand même ceux qui sont au chômage ne le choisissent pas toujours, donc continuent à vivre bien. Donc ces gens qui vont ne plus bénéficier de l'assurance chômage après 18 mois, 14 mois, 15 mois selon ce qui sera retenu, on va faire quoi en fait ? On va les remettre à des minima sociaux ? C'est vraiment, en plus on appuie l'argumentaire comme étant la recherche d'emploi, le retour à l'emploi s'épuise après 12 mois. Mais ça veut peut-être simplement dire qu'après 12 mois c'est compliqué de retourner à l'emploi et que donc pénaliser en plus ces gens-là en baissant leur indemnisation, c'est un peu spécifique, surtout qu'on peut imaginer qu'il y a vraiment d'autres poches à aller regarder. C'est ce que pensent pourtant les Français, François, que les gens qui sont au chômage, c'est parce qu'ils le veulent bien quelque part. Oui, un Français sur 2 le pense. D'une part, et d'autre part, on est sur cette perception-là, on est de progression depuis une dizaine d'années, on était à 35-40% il y a 10 ans. Donc, en effet, c'est une évolution, d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Éric, c'est une évolution très profonde de la perception de ce que c'est qu'être demandeur d'emploi. Aujourd'hui, vous avez un Français sur 2 qui considère qu'être demandeur d'emploi, c'est une forme de responsabilité en soi, ça procède de sa propre responsabilité, c'est une vision en trajectoire de vie. Autrefois, si je puis dire, quand vous étiez demandeur d'emploi, vous étiez considéré comme victime soit d'un problème de croissance, soit du système économique et social, etc. Aujourd'hui, de moins en moins de gens pensent ça. Donc ça a des conséquences très concrètes. Vous avez 40% sur l'ensemble des réformes que propose le Premier ministre ou qu'envisage le Premier ministre. Vous avez en gros 40% des Français qui sont favorables. C'est nettement plus que ce qu'on appelle traditionnellement ou élégamment le socle macroniste. C'est-à-dire que ça fédère du monde. Et quand vous avez un gouvernement qui cherche des économies, réduire les déficits, etc., etc. Voilà, alors ça s'appelle en termes d'opinion, une opportunité d'opinion, c'est quelque chose d'absolument formidable. Voilà des gens, des sujets sur lesquels vous avez la moitié des gens qui en gros sont favorables. Donc on comprend que les objectifs financiers sont en résonance avec des aspirations d'opinion. Alors en effet, il y a des réalités humaines dont parle très justement avec Delannoy, qui sont là sous le tapis, dont on parle beaucoup moins, mais enfin ça correspond à une évolution d'opinion tout à fait notable. Justement, ce lien entre assurance chômage, réforme de l'assurance chômage et déficit public, donc aller chercher des économies à travers cette voie-là, est-ce que c'est important de le faire, notamment pour plaire aux agences de notation qui vont nous regarder d'ici un mois? Il y aura Moody's en premier. François Chollet, c'est une demande absolue, il faut faire des réformes comme celle-ci? Alors, visiblement, le temps est à l'économie et au coup de rabot. Le message passe maintenant de manière assez, encore une fois, inopportune par rapport aux élections qui arrivent, à mon sens, et surtout dans des enjeux qui ne sont pas du tout à l'image de nos dépenses publiques. Et donc, moi, je m'inquiète simplement de voir l'État continuer à essayer de passer des coups de rabot, là où il devrait s'intéresser à sa propre existence. On a un État qui est obèse et qui, aujourd'hui, se pose pas la question de son alimentation. Il cherche juste à essayer d'en faire le moins possible. Et on pourrait remettre en question l'organisation paritaire de la gestion du chômage. Mais là, on n'est pas en train de se dire qu'on va rééquilibrer.
on est en train de dire qu'on va ponctionner. Et donc, moi, je serais pour peut-être qu'on peut mettre sur la table l'idée de baisser une prestation chômage, mais baissons aussi la cotisation en face. Accepteriez-vous, si vous étiez face à votre assureur, de payer la même prime pour une assurance routière par rapport à une assurance touriste? Parce qu'il faut rappeler que sur l'Unédic, vous avez raison, qu'il y a un gros excédent, que les partenaires sociaux ont dit à l'État pas touche, et que là, cette réforme, elle permettrait effectivement quelque part... Oui, mais ça paraît normal que l'État aujourd'hui vienne sur ce sujet-là, s'en empare, et qu'on ne laisse pas cet organisme paritaire fonctionner comme il a fonctionné depuis sa création. Alors effectivement, il a pu glisser à certains moments, mais il y a des effets conjoncturels à cela. Mais ce qui me surprend toujours, c'est le poids toujours plus prégnant de l'État partout, tout le temps. Éric ? Moi, je m'interroge beaucoup sur la manière de faire de la politique dans ce deuxième quinquennat, quand même. Comme on évoque, François l'évoquait à l'instant, on fait de la politique pour satisfaire l'opinion. La politique, c'est fait pour préparer l'avenir. Vous parlez de réforme, c'est pas une réforme de l'assurance chômage, c'est un rabot sur des avantages sociaux. Ça m'interroge parce qu'en fait, depuis 30 ans, c'est comme ça qu'on fait de la politique. Depuis 30 ans, ou même depuis les années 70-80, on regarde les recettes, on regarde les dépenses et on évite de travailler sur les réformes. Depuis 30 ans, on a un déficit qui n'a jamais été réduit, avec un pic en 2009 à moins 7,9% du PIB. Pourquoi continuons-nous à faire ça alors qu'il y a des pistes bien plus importantes à regarder, notamment effectivement tout ce qui concerne le fonctionnement de l'État. On reviendra tout à l'heure certainement sur les économies aussi pour les aides sociales. La Cour des comptes, elle est... Les aides à domicile. Les aides à domicile, la Cour des comptes est très intéressante par rapport à ça. C'est qu'on s'interroge sur l'efficacité de la dépense publique, mais en fait, on ne s'interroge pas sur la problématique sociale qu'il y a derrière l'efficacité des dépenses publiques. Bon, alors allons-y sur le sujet directement des... Mais non, mais je voudrais juste, pour donner une illustration de ce qu'évoquait François à l'instant, la politique de solidarité, 40 milliards d'euros par an, 185 aides, 5 ministères concernés, 8 minima sociaux. Comment on peut imaginer qu'un fonctionnement comme celui-là est un fonctionnement efficace au regard de la dépense publique ? Quand on parle des aides à domicile... Allons-y. Quand on parle des aides à domicile... Je sens que vous avez très envie. Mais non, mais quand on parle des aides à domicile, on change de c'est sujet, c'était prévu. On y va. On prétend pouvoir économiser 1 milliard d'euros sur les aides à domicile. Ouais. D'abord, ça donne du travail à beaucoup de gens qui n'en avaient pas. Mais ça coûte 9 milliards à l'État. Pardon, je me fais l'avocat du diable. La Cour des comptes dit que ça coûte 9 milliards à l'État, et en fait, ça coûte beaucoup plus à l'État, ça va à des ménages aisés, que ça ne rapporte à l'économie en supprimant le travail au noir. Mais qu'est-ce que... je sais pas, c'est la Cour des comptes. Non, mais la Cour des comptes dit aussi que la politique des services des services à la personne sont extrêmement hétérogènes. Les services à la personne sont extrêmement hétérogènes. Qu'aujourd'hui, ça concerne les collectivités territoriales, l'État, la sécurité sociale, qu'il y a 8 directions centrales dans l'État qui s'en occupent. Commencer par rationaliser le fonctionnement d'État sur les services à la personne avant de faire des coups de rabot. Ouais. Mais bien sûr, on dit la même chose depuis 40 ans parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire et c'est ce qui se voit le moins par rapport aux Français. On n'est pas dans une politique d'opinion, on est dans une politique qui prépare l'avenir. Ce qu'on ne sait plus faire, et c'est ce pourquoi Emmanuel Macron avait été élu en 2017. Oula, il est colère aujourd'hui. Oui, il est colère. François Miquet-Marty, est-ce que si on enlève cette niche fiscale sur les nounous, le ménage, le jardinage, ça déplaît aux Français, directement ils arrêtent de déclarer leur aide à domicile? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui le Premier ministre. C'est lui qui oui, mais c'est vrai. dit au gouvernement il sait ce que pense la France. Ravi de cette responsabilité qui m'honore et qui m'oblige. Non, il y a deux choses, je crois. Il y a l'appréciation globale des services à la personne, qui, de manière générale, tous services à la personne confondus, sauf, je vais y revenir, il y a une exception, passe à peu près bien. Voilà. Disons les choses, parce qu'il y a une capillarité entre ces dispositifs de déclaration et le système au noir ou sans déclaration qui est total. Donc ça ne gêne pas tant que ça. Le deuxième point, en effet, c'est que ces services à la personne sont quand même utilisés majoritairement par des gens qui ont des moyens. Ce qui est logique. C'est les 20% des Français les plus aisés, c'est tout à fait logique. Il y a quand même un bémol. En même temps, c'est des gens qui emploient des gens. Tout à fait. Mais ont-ils besoin d'aide pour cela? C'est la question sous-jacente. Et le troisième sujet, il y a un siècle, quand dans les familles il y avait 10 personnes employées de maison, ça faisait beaucoup d'emplois. C'est vrai. Oui, mais on pourrait les employer sans aide, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait, oui, on peut les employer sans aide, bien entendu. Et le troisième sujet qui est très sensible, ce sont les aides à la personne pour les personnes en situation de fragilité, de dépendance, pour le grand âge, etc. Et là-dessus,
rogner pour reprendre l'expression du rabot, raboter sur les aides qui sont accordées pour des personnes qui viennent aider d'autres personnes qui ont une situation extrêmement fragile de dépendance, etc. Voilà, qui ne sont pas du confort. Je crois qu'il y a une distinction à faire assez fondamentale. Alors, quel est le métier où les Français accepteraient qu'on rogne? Vous avez dit qu'il y a une exception. C'est alors c'est celui-ci. C'est celui sur qu'on ne rogne pas. Ouais, je crois. Bon. Sur tout le reste, François Chollet. Non, un des succès de ce gouvernement, c'est d'avoir réussi à ramener des gens à l'emploi, avoir réussi finalement une croissance économique récente qui est plutôt correcte par rapport à certains pairs européens, je pense à l'Allemagne. Et je crois qu'un des plus grands facteurs de succès de ce gouvernement, c'est d'avoir amené de la visibilité, de la stabilité, que ce soit en matière fiscale, avec notamment en matière de dividendes extra, les prélèvements forfaitaires uniques avec la flat tax à 30%. En matière... Et cette stabilité s'est diffusée dans le temps, a donné de la confiance. Et aujourd'hui, on a des marchés qui battent des records au quotidien. C'est tout simplement parce que malgré la stagnation actuelle de notre économie, on voit poindre à l'horizon des indicateurs de confiance et des entreprises et des consommateurs favorables et qui ouvrent la porte à une reprise encore de l'activité à partir de la fin de ce deuxième trimestre 2024. Et donc, franchement, évitons le plus possible de faire du bruit, parce que ce qui sera le plus efficace à la fin de l'année pour les équilibres des comptes publics, c'est quand même qu'on arrive à faire la croissance sur laquelle on a bâti notre budget. Ça veut dire qu'on renonce à réformer parce qu'on se dit que la croissance va finir par remettre la poussière sous le tapis. En l'occurrence, il y a beaucoup d'autres choses à réformer que des petits coups de rabot comme cela. Mais quoi? Parce que des choses, surtout des marqueurs de confiance pour les gens. Amener de la visibilité aux entreprises, aux consommateurs et aux ménages, c'est ce qui est le plus essentiel pour permettre qu'il y ait cette confiance et que la France puisse aller sur ce chemin-là d'une reprise économique à l'horizon 2024. Éric a des propositions. En plus, pour éviter d'être dans un biais idéologique sur lequel on pourrait me mettre, je vais donner vraiment des pistes très différentes. Première piste, on l'a évoqué tout à l'heure, la réforme de l'État. L'État obèse, le fait que les collectivités territoriales en 30 ans ont augmenté de 47% leur nombre de fonctionnaires, le fait que les modalités de fonctionnement, le fonctionnement de l'État à périmètre égal, avec toutes les précautions de cette comparaison, est 60% plus coûteux qu'en Allemagne, par exemple. Donc, réformer l'État dans son mode de fonctionnement. Ça veut dire... Non, mais attendez, parce qu'il faut aller au bout. Ça veut dire supprimer certaines missions de l'État. Non, faire en sorte que l'État soit mieux. Je vous donne un exemple. En 2021, il y a eu une étude qui a été mise en place. Ça ne vous a pas échappé que l'État est en train de se digitaliser. Eh bien, pourtant, 2/3 des agents de la fonction publique qui doivent utiliser le numérique estiment ne pas être formés pour pouvoir l'utiliser correctement. Est-ce que vous pensez que ça va permettre d'avoir un service de l'État efficace, ça ? Non. On a un problème de formation considérable sur l'État qui consiste en une réforme de l'État, rien que la formation. Premier élément. Deuxième élément, totalement à l'inverse. Les profits des entreprises. Et je ne veux même pas parler des surprofits. Je vais parler des profits des entreprises liés notamment au taux d'imposition des entreprises. Taux d'imposition qui ne sont pas alignés entre les grandes entreprises et les PME, même si l'écart se réduit. Parce que les grandes entreprises ont une activité mondiale et qu'elles payent l'impôt là où elles font leur chiffre d'affaires. Oui, alors le résultat. Oui, mais néanmoins, en 10 ans, on a réussi à réduire cet écart. Comme quoi, on est capable de pouvoir aller chercher des ressources pour corriger ce qui s'appelle quand même être des inégalités structurelles. Je vous rappelle que 85% des grandes entreprises sont largement bénéficiaires, moins de 50% des PME le sont. On a une polarisation dont on a souvent parlé qui existe. Là, il y a de l'argent à aller chercher. Quand on voit qu'aujourd'hui, on va avoir 100 milliards d'euros de dividendes, qui est un record absolu qui a été versé, c'est bizarre qu'on ne soit pas capable d'aller trouver 3, 4, 5 milliards sur ces sujets-là. Vous proposez une taxe. Et puis le dernier... Et après on parle du Mercosur. Le dernier aspect, c'est la partie des retraites. La France a fait le choix de l'inactivité. Enfin, je veux dire, on augmente des retraites qui coûtent 15 milliards d'euros par an à l'État. On augmente les retraites pour des retraités qui ont un taux d'épargne supérieur de 50% au taux d'épargne moyen des Français. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va faire préparer l'avenir. Tous ces retraités, d'ailleurs, qui sont des électeurs, ils vont être contents. Le gouvernement, cette proposition riche. On ne fera pas la réforme de l'État et on ne touchera pas aux retraites. Donc je vous ai déjà... On peut passer au Mercosur. On peut passer au Mercosur, si vous voulez. Il n'y a rien qui va, vous a dit Emmanuel Macron dans le Mercosur. Mercosur, il était au Brésil cette nuit, on remet tout à plat. On l'écoute. Le Mercosur, tel qu'il est aujourd'hui négocié, est un très mauvais accord. C'est un très mauvais accord pour vous et pour nous. Parce que c'est un accord qui a été négocié il y a 20 ans. Dans cet accord, il n'y a rien qui prend en compte le sujet de la biodiversité et du climat. Rien. Finissons-en avec le Mercosur d'il y a 20 ans. Bâtissons un nouvel accord qui soit à la lumière
de nos objectifs, de notre réalité, c'est-à-dire un accord commercial qui soit responsable d'un point de vue de développement, de climat et de biodiversité. Alors, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'accord était mal ficelé, mal négocié, François? Difficile pour moi à dire. Le vrai sujet, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est dans une complexité des relations multipolaires commerciales, que l'Organisation mondiale du commerce a des difficultés à maintenir les grands équilibres et à avoir, le rôle qu'elle a pu avoir. Et vous avez récemment reçu Pascal Lamy, qui a été un des grands architectes. Évidemment, on a besoin d'avoir ces accords. Évidemment, on a besoin d'avoir un commerce extérieur parfaitement bien régulé, équilibré, avec des relations équitables. C'est malheureusement, il faut être deux pour avoir ce genre de volonté, et on sait que ça va devenir difficile dans les échéances qui arrivent là, avec un certain nombre d'autres partenaires. Mais effectivement, ce qui me surprend dans le coup de balai qui est donné là par Emmanuel Macron à ce qui existait, c'est qu'il présuppose que nos partenaires en face est dans le même état d'esprit. Et effectivement, il y a eu un changement de gouvernement, mais objectivement, on vient de très très loin. Et donc, est-ce que ce sera acceptable pour les chefs d'entreprise et pour les dirigeants de la contrepartie en face? Je ne suis pas certain que ce soit dans le même son que la communication. La question derrière, c'est quand même l'acceptation des traités de libre-échange. Parce que là, on dit le Mercosur, c'était un mauvais accord, mais on a dit le CETA, c'était un super accord. Et au Sénat, on n'en voulait pas non plus. Est-ce qu'on peut encore, François Miquet-Marty, faire des accords de libre-échange où les Français considèrent désormais que c'est plus du tout ce qu'il faut faire? Je crois que c'est de plus en plus compliqué. Et on peut se demander si cet accord va être signé un jour. Ça fait 20 ans en effet qu'on en parle, ça date de 1999. Rappelons-nous, en 2019, il y a 5 ans, l'accord Mercosur a été remis en cause par la France parce que c'était pas assez social. Non, c'est remis en cause parce que c'est pas assez climatique. Bon, ça peut durer longtemps. C'est encore la faute d'Éric. Hein. C'est de la faute d'Éric, bien entendu. C'est de la, non pas de la faute, mais aussi ça entre en résonance, bien entendu, avec le mouvement des agriculteurs, avec les parlementaires qui, pour une partie d'entre eux, y compris les parlementaires de la majorité, ils sont opposés. Ce qui est quand même frappant, c'est que Mme von der Leyen, il y a quelques jours, a dit que c'était un accord extraordinaire. Je cite, a-t-elle dit, nous sommes prêts à le signer, il faut maintenant le faire. Et puis quelques jours après, le président de la République prend ses distances avec ça. Je pense qu'il y a sur le fond, pour résumer, on a des réticences collectives qui sont aujourd'hui majeures et qui n'étaient pas à ce niveau d'intensité il y a une vingtaine d'années. Donc, pour répondre à votre question, ça va être de plus en plus difficile d'aller vers surtout quand on en appelle par ailleurs à des clauses miroirs. Et puis tout ça pénalise ce que dit le président de la République, qui est très intéressant. Ça pénalise le Brésil, notamment de manière extrêmement forte. C'est-à-dire, si vous dites il faut respecter la biodiversité et le climat, ce qui s'entend tout à fait, pour le café et pour le cacao, qui sont produits sur des terres qui ont été conquises sur la forêt amazonienne en partie, ça pose des problèmes majeurs. Donc ça veut dire que tout ça part en difficulté. Voilà, François Miquet-Marty, Vox Populi, Vox Dei. Hein, c'est lui qui fait l'arbitre des élégances désormais. On ne sait pas qui a le plus d'influence entre nos invités.